Bonjour à tous, bienvenue sur CryptoFort, cette actualité crypto numéro 24. Donc aujourd'hui, on va parler du VeChain, de Ecomi, de l'application VV, mais aussi de Ripple. Je ne parlerai pas de Ultra US, qui n'a pas eu trop de nouvelles cette semaine, donc pas la peine d'en parler, s'il n'y a rien à dire. Et par contre, après, je passerai aux actualités crypto plus générales. Là, vous allez voir, il y a beaucoup de choses à dire, parce qu'il y a beaucoup de nouveautés. Donc c'est parti, je vous invite à bien vous poser tranquillement, et puis on y va. Je lance d'abord mon trailer. Donc c'est parti avec le VeChain comme d'habitude en première information. Donc là, je vais en revenir une dernière fois, encore une fois, sur vous savez, la Coupe Internazionali BNL d'Italia. Voilà, on a vraiment une image, un petit trailer créé par la Fondation VeChain. Vous allez voir, je suis vraiment sur le tweet de la Fondation VeChain. Et regardez le petit trailer, je trouvais très intéressant, ça dure quelques secondes, enfin quelques dizaines de secondes. Et regardez, donc, c'est assez beau, hein, voilà, vraiment en Italie, le petit terrain de tennis, la coupe, voilà, donc la coupe physique, regardez. Et je trouve que c'est vraiment bien fait et que ça va surtout prouver comment ça fonctionne pour. Et voilà. C'est-à-dire que là, on est sur une puce NFC qui est sous en fait la coupe. Et donc le gagnant qui aura la coupe physique aura automatiquement en scannant cette coupe-là, et bien la coupe sous forme de NFT. Donc ça, je trouvais que c'était parfait pour vous montrer vraiment à quoi ça ressemblait. C'était vraiment le résumé. Nickel. Donc du coup, dans cette même veine-là, je continue. Donc avec, là, je vous montre l'exemple pour dire comment, enfin, c'est vraiment possible, hein, que ça existe, puisque je suis sur mon compte CryptoForce, donc de NFT sur World of V, et regardez, là, je le V-Ace, j'ai enfin, demandé donc gratuitement, hein, le numéro 4524 qui m'a été attribué. Regardez, donc le NFT c'est V-Ace, Internazionali BNL d'Italia au niveau de l'événement, année 2023, et surtout, on voit que là, on n'a aucune visibilité de ce que j'ai, et ce sera dévoilé le 21 mai, donc à 5 heures de l'après-midi. Voilà. Et pour le vendre et tout, on a déjà des offres, il y a des gens qui veulent me les acheter. Vous savez, pour 515 VeChain, hein, ou un World of V, après je sais pas ce que c'est l'équivalent en VeChain, mais en tout cas, déjà ça vaut déjà de la valeur. Alors que vous l'avez gratuitement, vous n'avez rien à perdre. Bref, donc je vais vous continuer, et surtout très intéressant, j'ai découvert ça donc en lisant ce tweet-là récemment, donc de la fondation VeChain, il parle justement de l'aspect digital et des VAs. Et en fait, ce que j'ai appris, c'est que là, regardez, donc là, vous avez le lien pour justement demander votre VAs, NFT, et là, ils disent en demandant votre collectible digital, donc VAs, vous êtes éligible pour gagner en fait, un digital, une marchandise digitale, c'est-à-dire physique. Et ils disent comme les casquettes dans l'image. Ou alors des tickets pour en fait les Nito ATP finales, c'est-à-dire des finales justement de tournois de tennis en Italie, donc à Turin en 2023. Voilà, donc ça veut dire que là, avec votre VA, vous serez peut-être potentiellement éligible, si vous avez de la chance, ben, soit pour recevoir peut-être des marchandises, soit comme des casquettes, mais l'idéal serait une raquette. Moi, j'imagine pas le délire si on recevrait une vraie raquette en plus. Enfin, parce qu'il y a des VAs qui sont effectivement des raquettes de tennis, j'ai vu. Donc là, c'est des casquettes, mais on imagine et après des tickets sinon pour des places en finale quand même le tournoi de tennis. Donc là, ça va. Enfin, je trouve que ça a l'air de rien comme ça, mais là, on a un niveau. Là, on passe au niveau un cran largement au-dessus de la part de la fondation VeChain, qui s'inscrit quand même dans quelque chose de assez révolutionnaire, ça c'est sûr. Voilà, donc je continue ensuite pour les autres informations VeChain. Donc là, petite information, donc là plutôt d'aspect technique. On a vous savez, le wallet numérique, donc le portefeuille numérique 5.2 qui a été officiellement lancé sur l'App Store des iPads, des iPhones, etc. Donc là aussi, on voit qu'il y a quelque chose en train de se passer, parce que ça veut dire qu'il y a un partenariat entre Apple, en fait, quelque part, hein, et la fondation VeChain. Donc ça permettra également de surveiller vos crypto-monnaies, vos NFT peut-être, sur votre portable via votre portefeuille 5.2. Voilà, et je continue. Là, c'est une petite nouvelle, hein, mais assez intéressante. Et là, très intéressant. Vous allez voir, là, je vous invite vraiment à être attentif parce qu'on a donc un tweet de la Fondation VeChain. Et là, il parle de la régulation européenne, notamment au niveau MiCA, hein, la loi MiCA en Europe. Et donc, regardez, j'ai un tweet. Donc, en fait, ils citent un tweet de Orion MDEP, qui est un investisseur, bref,
qui est suivi par 1 million de personnes, qui est le CEO de MBA, Grad, etc. Et donc, il dit, lui, avec justement le nouveau mouvement donc, de l'Europe sur le monde de la crypto, au niveau de la loi MiCA, eh bien, il explique que tous les investissements en crypto de la part des gens qui sont dans le milieu des investissements, eh bien, ont totalement explosé depuis l'annonce de la loi MiCA. Et c'est-à-dire que là, regardez, en premier trimestre 2023, les investissements étaient portés en Europe à 5,9% dans l'industrie des projets crypto, et on est passé au deuxième trimestre à 47,6%, et ça a littéralement explosé. Et donc, ce qui se passe, que là, il met les chiffres en même temps, hein, donc Orion M DEP, et regardez, on voit l'évolution depuis le premier trimestre 2022. Et là, je ne peux pas m'empêcher de faire le parallèle. Alors là, il n'y a personne qui en parle dans ce tweet, mais moi, je fais le parallèle avec ce qui se passe également aux États-Unis, notamment avec la guerre que fait les régulateurs contre l'industrie crypto. Eh bien, on le voit là, en fait. On le voit dans ces chiffres. Regardez, au premier trimestre 2022, on a les investissements donc aux États-Unis en noir, hein, sont là, ils étaient quand même de l'ordre des quasiment des 60%, comme vous pouvez le voir. Voilà. Et pareil au Royaume-Uni, vous voyez, c'était quand même assez conséquent, peut-être de l'ordre des 10%. Bon. Donc, enfin voilà. Ensuite, au fur et à mesure, on a eu donc le Q3 2022, pareil, donc ça n'a pas bougé. Et là, à partir du massacre qui a commencé donc début 2023, regardez, ça a été une catastrophe. Q1 2023, on a une véritable chute, mais massive. On est passé de 60% des investissements crypto aux États-Unis à peut-être 30%. On a eu divisé par deux, quasiment. Et ça, voilà, ce que je vous disais dans les autres vidéos, c'est que là, les États-Unis sont en train de se tirer littéralement une balle dans le pied, en train de faire fuir toutes leurs connaissances crypto. Là, on le voit avec des chiffres littéralement. Et pareil, au niveau des investissements en Europe, on est passé, regarde, le premier trimestre 2022, il y a un an, on était à peut-être de moins de 10%, et là, on a littéralement fait exploser les compteurs. On est passé au-dessus des États-Unis, pour vous dire. Donc on est aujourd'hui le continent le plus attractif officiellement pour le marché des crypto-monnaies au niveau des investissements crypto. Franchement, je vous dis, c'est une très très bonne nouvelle. La dernière bonne nouvelle, c'est qu'on dégage l'euro numérique. D'ailleurs, on va en parler dans les actualités crypto plus générales, mais je pense qu'on s'oriente peut-être dans cette voie-là et vous verrez pourquoi. Mais en tout cas, je trouvais que ce graphique est très parlant. Et donc, que dit la Fondation VeChain, hein, pour en revenir au projet VeChain? Eh bien, ils sont excités et ils sont très fiers, eh bien, de jouer un rôle critique dans la construction de l'économie de demain. Donc on voit l'ambition, hein, ils sont toujours là, mais surtout ils disent qu'avec en fait les nouvelles lois au niveau des crypto-monnaies en Europe, eh bien la fondation VeChain, le VeChain, bénéficiera énormément de cette clarité dans les règles crypto. Voilà, donc on voit qu'eux ils sont prêts et qu'ils sont contents de cet aspect-là. Bon, donc ça, je vais vous partager l'information. Ensuite, je continue. Autre information, donc là, pareil, hein, super information pour le VeChain pour le coup. Donc j'ai un tweet de Sébastien Roch d'Allemagne, hein, notre fidèle Sébastien Roch. Et donc, il dit quoi? Il dit que là, il cite, vous savez, un rapport du Global Blockchain as a Service, BAS Market. Donc c'est un rapport qui fait office notamment qui parle les plus grosses entreprises dans le milieu de la blockchain, notamment IBM, Microsoft, etc., Amazon Web Services. Et donc là, il parle également des chiffres. Donc en 2021, il y avait 2,5 milliards de dollars que représentait le marché de la blockchain au niveau des BaaS, donc Blockchain as a Service. Et également, il parle de l'analyse géographique. Bon, ça nous intéresse moins parce que là, on voit que c'est le monde entier qui est concerné par la blockchain, et sans surprise. Mais surtout, ce qui est très important, ce qui est très intéressant que j'ai trouvé, c'est que là, il parle des top key players, c'est-à-dire vraiment des top, des joueurs au niveau des entreprises qui couvrent le milieu de la blockchain as a service au niveau du marché. Eh bien, regardez, on retrouve les grosses entreprises, donc, hein, donc j'ai mis Microsoft, IBM, mais surtout, on trouve la fondation VeChain. Donc là, enfin, quand je vois ça, je me suis dit, ah ouais, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans quelque chose, qu'on se projette dans plusieurs dizaines d'années, même 5 ans, 10 ans, eh bien, VeChain, la fondation VeChain a un tel poids, ce que je vous dis, hein, depuis le début, que ce serait pas étonnant, même si on ne connaît pas l'avenir, ce serait pas étonnant que la fondation VeChain s'inscrive vraiment à côté des plus grosses entreprises mondiales, parce que son utilité est extrêmement forte. On l'a vu là avec la digitalisation, ses partenariats, même marketing, etc., avec le tennis, avec l'UFC, voilà. Et donc là, on voit quand même que dans cette liste, il y a
que des entreprises, des mastodontes à côté de la fondation VeChain. Donc on rigole quand même, parce qu'aujourd'hui, le gap, enfin, quand on compare, on ne peut pas comparer Microsoft en termes de taille à la fondation VeChain. Je veux dire, la fondation VeChain, elle joue encore à la cour des petits, si je puis me permettre, sans vouloir critiquer vraiment la fondation VeChain, attention, mais enfin, comparé à Microsoft, on ne peut pas comparer en fait, c'est tout. Donc vous voir que même IBM et même Capgemini par exemple. Donc là, on voit que la fondation VeChain, de plus en plus, s'inscrit dans quelque chose à côté des top leaders au niveau mondial sur des choses quand même, c'est pas rien. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant à montrer que là, on voit qu'au fur et à mesure du temps, eh bien, effectivement, la fondation VeChain se fait de plus en plus remarquer. Après, autre chose, là par contre, m'a fait un peu tilter, c'est qu'ils disent que la fondation VeChain, ils l'associent à la Chine, mais c'est pas la Chine. Et ça, c'est, enfin, je sais pas comment ils ont pu faire ça, mais la fondation VeChain, il faut comprendre, c'est pas la Chine, c'est Singapour. C'est-à-dire que la fondation VeChain a été fondée à Singapour en 2018. Voilà, donc c'est Singapour, c'est pas la Chine. Alors là, vous allez insulter tous les Singapouriens, pêcheurs, ils risquent de mal le prendre. Mais bon, moi, j'imagine qu'ils se disent c'est l'Asie, donc l'Asie c'est la Chine, mais voilà. Mais bon, petite nuance quand même, faut faire attention. Voilà, bon sinon, ben, les amis, écoutez, je crois que c'est tout pour aujourd'hui pour le VeChain. N'hésitez pas d'ailleurs à, alors, pour ceux qui découvrent peut-être ma chaîne ou qui n'ont pas vu, enfin, qui ne savent pas ce que c'est le VeChain, je vous invite à voir ma vidéo juste là sur le VeChain où j'explique tout normalement de A à Z sur ce projet. Voilà. Et sinon, eh bien, je continue avec le prochain projet qui est VV Digital Collectibles. Je remonte voilà, jusqu'ici avec l'entreprise Ecomi derrière. Bon. Donc la première information, donc ils ont sorti, effectivement, alors ils veulent sortir au 19 mai, donc vendredi, ouais, demain, un poster donc Marvel. Donc on voit en plus, c'est ça qui est intéressant, qu'on voit les artistes derrière, qu'on peut voir là, donc Natasha Bustos qui a fait le poster visiblement. Ensuite, pour continuer dans cette veine de drop également, eh bien, ils prévoient, alors aujourd'hui, ils ont sorti aujourd'hui normalement, bien des comics des 4 fantastiques, quand même, ils datent de 1961. Donc là, c'est vrai que 1961, c'est quand même pas rien, on est tout premier comics, clairement, hein. Donc c'est pour ça que ouais, si on peut acheter des comics, les tout premiers, il faut savoir que les tout premiers comics, enfin, qui sont encore physiques, sont en bon état aujourd'hui, peuvent valoir plusieurs dizaines de milliers, même voire des millions de dollars. Bref, incroyable. Ensuite, il prévoit de sortir en version digitale, effectivement, le Rancor, donc vous voyez, de Jabba le Hutt, qu'on peut voir dans le Retour du Jedi, hein, dans Star Wars. Donc ce sera demain, ça également. Il prévoit également de sortir, donc, ah, pareil, là ils ont sorti, alors je sais pas quand ils l'ont sorti, je crois que c'est déjà sorti. C'est sorti hier. Donc c'est effectivement Mickey, donc dans leur cadre de leur partenariat avec Disney. Et là, il parle quand même, c'était le retelling de 1938. Alors là, c'est vraiment un des tout premiers comics, c'est vraiment de 1938, mais je vous laisse même pas imaginer le truc. Ça date quand même un peu, hein. Quasiment 100 ans, on va dire. Un peu moins, mais voilà. Sinon, dernière information, c'est au niveau de leur, vous savez, tout l'événement de craft au niveau de Avenger, au niveau de leurs gants d'infinité. Donc, il y a eu effectivement 2570 gants secrets rares qui ont été craftés, c'est-à-dire qu'il y a eu tout un... Il y a 2570 personnes qui ont participé à l'événement, qui ont fait, qui ont crafté le gant. Et vous en avez 833 qui ont également crafté à partir de d'autres items, notamment l'œil d'Agamotto, qui étaient eux-mêmes des secrets rares. Donc ils ont sacrifié des NFT secrets rares, donc qui sont très chers, pour avoir justement leur gant d'infinité secrets rares. Quand même pas rien. Voilà. Bon, ensuite je continue, donc là il parle toujours. Ah aussi, donc dans le même cas de leur drop, en même temps que le Rancor, ils vont également faire le drop du... Alors vous savez, c'est un... Alors je sais pas du tout comment il s'appelle, ils mettent pas le nom, mais effectivement, dans le retour du Jedi, on voit effectivement, c'est l'amiral, vous savez, il conduit un vaisseau, là. Bon, bref. Voilà, donc ils vont sortir lui également en collectible digital, également des comics, voilà. Sinon, on nous a annoncé que effectivement, ça y est, la saison 6 de VV était officialisée depuis le 15 mai 2023, c'est pas une bêtise. Et donc, c'est vrai, là, on est officiellement dans la saison 6 des collectibles digitaux sur VV. Et ensuite, on a également, enfin, pour ceux qui sont intéressés, là, qui regardent la vidéo, si vous aimez tout ce qui est l'aspect giveaway et tout ça, sachez que VV met en place sur son Discord des drops gratuits, des giveaways toutes les semaines.
Et donc, ils disent toutes les semaines, vous pouvez gagner 3 différents collectifs digitaux de VV, des comics, ou alors avec différentes raretés. Voilà, donc je pense qu'il y a un concours derrière, il doit se faire sur Discord toutes les semaines. Et donc, en échange, si vous êtes bien positionné, ben, vous avez peut-être des chances d'être éligible à ce giveaway. Voilà les amis, bon ce sera tout aussi aujourd'hui pour l'application VV et Ecomip, il n'y a pas d'autres informations. Donc je vous invite à voir la vidéo que j'ai faite pour ceux qui sont intéressés, qui veulent en savoir plus sur le projet, sur eh bien, VV, Ecomi et le token OMI qu'il y a derrière. Voilà. Ensuite, eh bien, je continue, hein, je passe à la suite, et notamment donc, à Ripple, parce que je n'ai pas parlé du projet Ultra, là. Normalement, j'aurais dû en parler maintenant, mais il n'y a pas de nouvelles non plus, donc je ne vais pas en parler. Ça sert à rien de parler pour rien dire, hein, clairement. Donc, je vais passer à la place au projet Ripple. Donc là, par contre, une grosse information, notamment, donc on y va fort, hein, ils y vont fort, la Ripple, c'est qu'ils ont racheté pour 250 millions de dollars l'entreprise Metaco. Donc Metaco, vous voyez ici, c'est là 4100 followers. En fait, c'est une entreprise qui est spécialisée dans tout ce qui est le stockage et tout ce qui est les solutions, services quelque part liés aux crypto-monnaies. Et donc on peut imaginer que là, avec ce rachat, eh bien Ripple s'inscrit très bien dans sa volonté de vouloir dominer un peu tous les pans de l'aspect crypto aujourd'hui dans l'écosystème. Voilà. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, donc Ripple s'inscrit dans la révolution au niveau du réseau Swift bancaire avec les paiements transfrontaliers qui seront moins chers. Et on va en parler, j'ai un autre truc à vous montrer là-dessus. Mais surtout, maintenant, ils veulent également, quelque part, s'attaquer au marché de peut-être des portefeuilles numériques, de stockage crypto, etc. Donc là, ça peut-être une nouvelle voie d'accès, parce qu'en plus, il faut rappeler que Ripple est également derrière les projets CBDC gouvernementaux des banques centrales, que personnellement, enfin, je critique très fort, mais bon, après, sur le plan technique, financier, c'est une très bonne chose pour l'entreprise. Mais voilà, donc on voit que là, ils sont sur tous les niveaux en Ripple et font même partie des rares entreprises à être sur tous les niveaux dans l'écosystème crypto, grâce notamment à partir de ce rachat de Metaco. Bon, donc je continue sur Ripple, donc là on voit que c'est des très bonnes nouvelles hein, pour le projet en lui-même. Donc là on a effectivement un autre tweet, là je peux vous montrer un petit peu vraiment dans quel cas on s'inscrit et comment ça se fait, enfin, pour prouver hein, que le projet Ripple a toute son utilité et surtout un brillant avenir, quoi qu'il arrive. C'est là que je vais inciter quoi qu'il arrive, que je vais aussi vous parler plus tard, un petit peu plus tard après, du procès SEC Ripple, il y a eu quelques petites nouvelles en plus. Et donc là, dans ce tweet, Ripple indique en fait simplement, vous pouvez voir là, tout ce qui est les capitaux de flux, en fait, dans les corridors, hein, ils appellent ça, dans les corridors complexes au niveau du monde. Et là, il parle de l'Inde, du Mexique et du Brésil. Et regardez, au niveau en 2021, même 2022, hein, regardez les prix, enfin, les montants colossaux dans tout ce qui était les imports des données numériques, j'imagine, mais données financières, c'est-à-dire les paiements transfrontaliers, tout ça, au niveau des banques mondiales. Et là, regardez, l'Inde, ils sont à plus de 700 milliards de dollars au niveau des transactions transfrontalières. Le Mexique, c'est à plus de 500 milliards de dollars. Et le Brésil, c'est à plus de 290 milliards. Donc là, ce qui se passe, c'est qu'on voit bien qu'il y a un vrai problème avec le réseau SWIFT actuel, hein, bancaire, c'est qu'il coûte trop cher pour les transactions au niveau mondial. Et donc c'est pour ça que Ripple, juste en diminuant justement ses coûts juste ici, eh bien forcément les banques elles sont extrêmement intéressées, que ce soit crypto ou pas crypto, à la limite ils s'en fichent. Eux, tout ce qu'ils veulent, c'est voir leur feuille de charge, leur charge diminuer, et voilà, ils sont contents. Donc là, c'est pour ça que j'ai envie de vous dire, malgré la guerre qu'il y a, et on va parler du combat entre la SEC et Ripple, eh bien même si, imaginons que Ripple perde sa bataille contre la SEC, bah, ça ne changera rien en fait. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, et je trouve que c'est un peu plus intelligent de leur part de parler de l'Inde, du Mexique, du Brésil, comme par hasard, sur les trois qui sont cités là, on a deux qui font partie du BRICS, quand même assez fort. Donc avec l'Alliance avec la Russie notamment. Et le Mexique a récemment déclaré qu'ils voulaient eux aussi intégrer le BRICS. Donc là, je trouve que c'est un petit message aussi qui est passé par Ripple, hein, mine de rien là, c'est en disant, c'est un message qui dit, regardez, il n'y a pas que les États-Unis dans la vie, il y a d'autres pays qui ont besoin de nous, leurs transactions sont colossales, nous, on a une révolution technologique, on est là, donc si vous, les États-Unis, vous voulez pas de nous, bah, tant pis pour vous. Et c'est exactement ça derrière, c'est que même si les États-Unis ne veulent pas des crypto-monnaies, bah, tant pis pour eux, et c'est exactement ce qui va se passer, parce que
la technologie Ripple est bien trop puissante pour la laisser se faire détruire par des régulateurs dans une échelle locale comme à l'échelle américaine, en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que je trouvais que c'était assez intéressant, notamment à vous montrer cet aspect-là, un peu géopolitique. Bon, maintenant je vais passer à une autre actualité pour Ripple que je vais vous montrer là. Voilà. Donc l'affaire, là, c'est un article de coins.fr, l'affaire Ripple. La SEC ne pourra pas sceller les documents et discours d'Inman sur Ethereum. En fait, ce qui s'est passé, donc ça, c'était la date d'hier, hein, 17 mai 2023. En fait, la juge Annalisa Torres a déclaré que effectivement, tous les documents qui étaient du côté autant de la SEC que de Ripple devaient être rendus publics quelque part. Et donc, pour la SEC, c'est un peu embêtant parce qu'effectivement, elle avait des documents, notamment des discours de l'ancien responsable, donc département des finances de la SEC, qui s'appelle Inman, et qui déclarait à l'époque effectivement que l'Ethereum n'était pas une security. Donc là, manque de peau quand même pour la SEC, c'est que tout l'enjeu est là, hein. Je rappelle que le combat entre la SEC et Ripple, c'est de déclarer que le XRP fait partie des securities. Voilà. Alors qu'on a un ancien quand même employé, un haut cadre de la SEC qui déclarait à l'époque, quelque temps, que l'Ethereum n'était pas une security, que donc les crypto-monnaies, qu'on suit la logique, hein, ne font pas partie des securities. Et donc les XRP non plus. Donc, si on suit la logique derrière. Donc là, c'est un peu embêtant pour la SEC. Or, tous ces documents-là, donc email et compagnie, vont être rendus publics. Donc là, Ripple se frotte les mains, notamment Brad Garlinghouse, le PDG de Ripple, se frotte les mains en disant, bon, bah là, c'est une petite victoire qui va annoncer la grosse victoire. Mais après, en contrepartie, hein, parce que il y a une contrepartie, c'est que, je vous l'ai dit, la juge Annalisa Torres a dit de l'autre côté, Ripple, vous devez rendre transparent toutes vos transactions financières au niveau du XRP, et notamment vis-à-vis des plateformes exchange comme Coinbase, etc. Et vous devez en fait surtout déclarer vos montants que vous avez donnés à ces plateformes exchange pour qu'elles acceptent de mettre de lister le XRP sur leur plateforme. Et là, on risque d'avoir des surprises, d'avoir des montants colossaux, etc., qui risquent de faire polémique, hein. Peut-être, après j'en sais rien, il n'y a pas encore les révélations, mais on sent que ça a peut-être fait un peu tilter la... On sent que ça n'a pas fait plaisir vraiment à Ripple, donc on va voir ce que ça donne. Voilà, mais en tout cas, donc ça c'est les dernières infos pour Ripple. Je vous invite à voir ma vidéo où je présente le projet Ripple en intégralité, XRP, comment il révolutionne le réseau bancaire Swift, etc. Voilà. Je rappelle effectivement, avant d'oublier que je ne suis pas un conseiller financier, très important hein, dans ma vidéo. Tout ce que je dis, c'est à titre informatif uniquement. Et puis voilà. Donc maintenant, une fois que c'est dit, il faut que je le dise au moins une fois dans les vidéos. On continue. C'est parti. Voilà, donc là j'ai un article de journalducoin.com avec notamment la réglementation, donc MiCA, donc ce que je vous disais hein, sur le tweet de la fondation PayChain, eh bien on voit que là la réglementation des cryptos a été approuvée par les ministres des Finances de l'UE. Donc qu'est-ce que je vous disais dans mes précédentes vidéos, notamment où je vous parlais de la réglementation, c'est que c'était une formalité. Voilà, et là on le voit bien, ça a été approuvé définitivement, ça y est, donc là on n'en parle plus. Et on voit que c'est une très bonne chose pour les investissements, notamment au niveau des cryptos dans l'Europe, hein, on l'a vu. Et qu'en contrepartie, on voit que les États-Unis, eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils accentuent encore leur guerre contre les crypto-monnaies. Donc, notamment, on a là, là, j'ai un article de cryptost.fr. Donc, on a le département de la justice américaine entend accentuer les actions contre l'industrie des crypto-monnaies. Donc, c'est-à-dire qu'eux, ils n'ont toujours pas compris. Ils sont en train de faire fuir tous les capitaux de leur pays au niveau des crypto-monnaies, au niveau des investissements. Et ils continuent, hein. Donc, pour ça, je dis, je sais pas ce qu'ils font les États-Unis, ils sont vraiment en train de se tirer une balle dans le pied. Et surtout, on voit ce que je trouve intéressant, c'est que là, comment ils justifient leurs attaques, le département de la justice, enfin, du moins de l'accentuation de cette attaque, ils disent c'est sur le volet du blanchiment d'argent, comme il l'indique là. Or, on sait bien, on l'a vu, que même les terroristes, les organisations criminelles ne veulent plus de dons en crypto-monnaie parce que c'est trop traçable au niveau de la blockchain. Donc ça veut dire que même, enfin, ça ne tient pas la route en fait. Donc on voit qu'il y a vraiment une attaque de la SEC, tous les régulateurs américains veulent attaquer les crypto-monnaies, et derrière en fait, il y a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est le dollar numérique. Et c'est-à-dire que aujourd'hui, on voit que la volonté de plus en plus claire des Américains, c'est de mettre leur dollar numérique, même plus, ils auraient peut-être comme ça même plus besoin des banques, ils n'ont pas besoin des cryptos, donc ils détruisent les cryptos, les banques, ils les laissent faire faillite, ils en profitent, et comme ça, derrière, ils auront juste à mettre leur dollar numérique qui sera le sauveur, quelque part de leur économie,
en sachant en plus que leur dollar est en train de s'affaiblir sur un aspect géopolitique, hein. On l'a vu, on peut dire que les économistes, les analystes peuvent dire ce qu'ils veulent. Le dollar, là, c'est le début de la fin, parce qu'à partir du moment où vous avez trois quarts du monde commence à se détourner du dollar, eh bien, c'est qu'une question de temps avant que le dollar perde de sa puissance. Et donc, comme on associe les États-Unis avec la puissance du dollar, si on enlève aux États-Unis la puissance du dollar, eh bien, on enlève la dominance mondiale des États-Unis sur notre planète. Voilà, donc la boucle est bouclée. Je pense que là, c'est une des... Cet objectif d'attaque des crypto-monnaies, c'est une des conséquences du plan, en fait, quelque part, de relance, de la dominance, quelque part, des États-Unis qui savent que leur dominance, enfin, que leurs jours sont comptés quelque part. Voilà, comme ça que je vois les choses personnellement. Après, je peux me tromper, hein, bien évidemment, je n'ai pas la science infuse. Mais en tout cas, ce serait la logique aussi que je pourrais voir dans ces actions-là quand même. Voilà. Je continue, donc là, pour avoir plus une meilleure nouvelle au niveau des crypto-monnaies, comme on voit que, c'est pour ça que je dis, là c'est une nouvelle, donc là j'ai un article du journalducoin.com, MicroStrategy, vous avez l'entreprise de Michael Saylor, veut lancer des wallets d'entreprise pour Bitcoin et le Lightning Network. Donc le Lightning Network, vous savez, c'est le réseau donc, de couches de, un layer 2 sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin n'étant pas scalable, eh bien, on lui a greffé une blockchain qu'on dit Layer 2, qui s'appelle le Lightning Network, pour le rendre scalable, à partir de cette deuxième blockchain fille, si je puis dire. Voilà. Et donc, à partir de ce Lightning Network, eh bien, MicroStrategy veut donner la possibilité aux entreprises d'avoir des portefeuilles, en fait, d'une trésorerie en Bitcoin, quelque part, comme le fait MicroStrategy, parce que MicroStrategy est très célèbre pour ses rachats massifs de Bitcoin, qui est d'ailleurs l'entreprise qui a le plus de Bitcoin au monde, pour vous dire. Et donc, c'est pour ça que là, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, on voit bien qu'il y a une adoption de masse des crypto-monnaies. Il y a une volonté également d'adoption de masse de la part des entreprises, même des banques, quelque part. On voit que même les banques commencent à comprendre, surtout la blockchain, alors peut-être pas les crypto-monnaies, mais la blockchain, donc la technologie de la crypto. Et surtout, on voit que ça prouve de plus en plus que les États-Unis sont vraiment en train de s'isoler tout seuls, comme des grands, hein. Tandis que le reste du monde, eux, ben, se lance sur les crypto-monnaies, l'adopte, régule, comme on fait en Europe, etc. Donc là, je trouve aussi que c'était une très bonne nouvelle pour les crypto-monnaies. Bon, encore une bonne nouvelle, et pour expliquer un petit peu justement dans ce cadre-là, pour conforter mes propos sur l'analyse que les États-Unis sont en train de s'isoler comparé au reste du monde, c'est qu'effectivement, là j'ai un article de cointribune.com qui dit pourquoi les crypto-monnaies cartonnent en Asie du Sud-Est. Et ils nous expliquent que là-bas, par exemple au Vietnam, etc., il n'y a pas de réseau bancaire, de système bancaire très performant comme nous on l'a en Europe ou même aux États-Unis. Et donc pour eux, les crypto-monnaies, c'est vraiment la révolution, même numérique, au niveau bancaire, qui leur permet tout simplement de façon décentralisée, et bien déjà de lutter contre, enfin, de garder leur pouvoir d'achat, de lutter contre l'inflation, et également de, eh bien, d'avoir accès à une économie si par exemple leur monnaie fiat s'effondre. Ce qui est le cas dans la majorité de ces pays-là en développement, notamment je pense au Nigeria, qui voit sa monnaie se faire défoncer toutes les journées, tous les jours, il y a une chute de la valeur, par exemple, donc c'est du Naira, donc la monnaie officielle du Nigeria, et donc la Banque centrale a pris des mesures, a créé le e-Naira. Que font les citoyens du Nigeria? Eh bien, ils se jettent sur le Bitcoin. Donc là, c'est révélateur quand même. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau mondial à ce niveau-là, et que le BRICS et le reste du monde, eh bien, n'est pas du tout en accord avec les États-Unis, encore une fois. Je continue. Et dernier petit article pour la route, donc là, cointribune.com toujours, donc CBDC, l'euro numérique nécessaire selon la BCE, la Banque Centrale Européenne. Donc là aussi, on sent que ça va pas forcément très bien pour l'euro numérique, parce que si la Banque Centrale se sent obligée de rappeler les bienfaits de l'euro numérique, c'est que derrière, il y a des détracteurs et que pas tout le monde est d'accord. Et effectivement, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une opposition qui est en train de se faire contre l'euro numérique au niveau, tenez-vous bien, des banques européennes. Et en fait, les banquiers commerciaux européens sont en train de dénigrer l'euro numérique, sont inquiets parce qu'ils se disent mais si vous mettez l'euro numérique, ça va faire au final comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on risque un bank run massif. Les gens, s'ils se tournent vers l'euro numérique, ils n'auront plus besoin des banques commerciales. Donc du coup, nous, on va couler, on servira plus à rien. Donc là, déjà, les banquiers commencent à se réveiller. Et donc,
Ils disent, bah, nous, finalement, on ne veut pas votre euro numérique. Et plus fort encore, encore plus loin, c'est qu'on a même des gens donc, qui font partie du sommet international au niveau de la finance, qui ont déclaré, qui font partie également de la création de l'euro numérique. On dit que finalement, l'euro numérique, c'est pas une bonne idée, parce que si il ne marche pas, si les gens ne sont pas convaincus, eh bien, on prend le risque que ça nous coûte extrêmement cher pour rien. Voilà. Et de l'autre côté, eh bien, on a la Banque Centrale Européenne qui dit, mais si, il faut l'euro numérique et tout, parce que sinon, on risque d'être très fragile par rapport aux autres monnaies numériques dans le monde, comme le yuan et tout, le rouble numérique. Et surtout, eh bien, il faut... Et là, c'est là où vraiment, je tiens vraiment à insister sur ce sujet. Ils disent, là, c'est fort quand même, hein, ça m'a interpellé, c'est aussi pour protéger, en fait, la faiblesse, quelque part, de l'utilisation de la monnaie fiat qui est l'euro. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit, ah oui, d'accord. Donc ça veut dire que, ça y est, tout le monde a conscience dans les hautes sphères d'autorité financière que c'est qu'une question de temps avant qu'il y ait une chute de la valeur de l'euro, une chute de la valeur du dollar. Et en fait, c'est pour ça qu'ils accélèrent en masse eh bien, la volonté de mettre en place ces euros, enfin, ces CBDC numériques là, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus le choix, en fait, et que la monnaie fiat est destinée à couler. Et donc là, ils ne le disent pas officiellement, mais c'est-à-dire que là, implicitement, je pense qu'ils ont fait une petite erreur de communication, ils l'ont avoué quelque part. Et donc ils veulent mettre l'euro numérique, un truc de fou, justement parce qu'ils savent qu'il y a une faiblesse de plus en plus forte dans l'utilisation des monnaies fiat. Voilà. Donc une fois qu'ils ont dit ça, ben, ils ont tout dit quelque part. Donc c'est pour ça que c'est pas évident, je trouve que c'est une bonne nouvelle, hein, parce que ce sera pas évident pour eux bien sûr de mettre en place l'euro numérique, il y a beaucoup d'opposition, et surtout, ce sera une bonne chose parce que derrière, on connaît déjà aussi les avantages pour eux de l'euro numérique. Ils n'ont pas dit là, bien évidemment. Hein. Ils ont gardé de le dire que ça leur permettra de contrôler tous les paiements, comme aux États-Unis, ce serait la volonté, et donc plus personne ne pourrait s'opposer à rien, sur rien, puisque sinon on leur couperait les vivres comme en Chine. Voilà. Donc sur ce, ben écoutez les amis, ce sera tout pour cette actualité crypto numéro 24. J'espère que ça vous a appris des choses, que vous avez, ben, n'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner évidemment hein, pour supporter ma chaîne. Et puis sinon, ben moi je vous dis à une prochaine pour d'autres vidéos. La bise, ciao.